Voilà, c'était les temps modernes, le dernier Charlot et le recours à la comédie pour dénoncer les conditions de vie de la classe ouvrière dans l'Amérique des années 30, l'inhumanité du travail à la chaîne et du règne de la machine. 80 ans après, qui travaille encore à la chaîne? Quelle est la classe ouvrière française version 2014? On en parle avec mes trois invités. Je vous les représente. Alexandra Lévesque, bienvenue à vous. Je rappelle que vous incarnez cette série diffusée sur France 2 qui s'appelle 21 jours. Et dans le cadre de cette série, eh bien, vous avez vous-même, comme Charlot, travaillé à la chaîne dans une usine prestataire de Peugeot dans la région de Sochaux. On va voir des extraits de votre film et vous allez nous raconter cette expérience. À vos côtés, Patrice Carvalho, député de l'Oise et ancien ouvrier. Vous aussi, on vous reverra avec votre bleu de travail puisqu'un jour, vous êtes venu dans l'hémicycle avec cette tenue. Et Jean-Claude Mailly, qu'on ne présente plus, le patron de Force ouvrière. Comment est-ce que vous avez tous les trois revu ce film et qu'est-ce qu'il raconte sur cette classe ouvrière de l'Amérique des années 30, Patrice Carvalho? Ça a quand même beaucoup changé. Hein, Disons-le. Alors, on y retrouve quand même un petit peu ce qui existe aujourd'hui, hein, des conditions de travail qui sont parfois allégées avec la robotisation, mais qui restent présentes, hein, qui sont un peu différentes d'ailleurs, parce que les effets ne sont pas les mêmes sur l'organisme. Avant, c'était beaucoup plus physique, maintenant, c'est beaucoup plus intellectuel, la physique, et l'effort, je veux dire. Et on peut dire que les questions qui se posent aujourd'hui aux gens dans leurs conditions de vie, liées au salaire, liées aux conditions de travail, liées aux inquiétudes du lendemain, etc., c'est la même chose que dans le film. Alors on se marre beaucoup dans ce film, il se passe plein de choses. En même temps, la dimension tragique, elle est là. Enfin, ça, c'est un peu l'ADN d'un Charlie Chaplin. Comment vous l'avez revu, ce film, Alexandra? Il y a quelque chose qui m'a fait sourire, même si c'est pas très drôle, c'est que Charlot, dans ce film, il est en dépression. Aujourd'hui, on dit burn-out. Ouais. Mais finalement, il y a un vrai lien, 70 ans, 80 ans après, il y a un vrai lien entre les deux. C'est assez moderne, en fait, je trouve. Ouais, moi, je me suis dit ça aussi, qu'il y avait une vraie modernité dans ce film, Jean-Claude Mailly. Oui, il y a une vraie modernité sur... effectivement, maintenant, on parle de burn-out, on parle plus de dépression, mais je rappelle aussi que ce film, c'est 36. Donc c'est au moment juste après la grande crise, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, et on est aussi aujourd'hui dans une période de crise très profonde, donc il y a quand même pas mal de similitudes. Et puis c'est aussi le plaisir d'emmerder le patron le plus possible. Je me dis que ça doit vous séduire, Jean-Claude Mailly, quand vous regardez. Attendez, moi je veux bien, moi je n'ai pas peur de dire qu'on est dans une société structurée en classe sociale. Quand j'écoute Monsieur Gattaz aujourd'hui, je trouve qu'il représente bien sa classe. Alors on l'aura compris, chacun d'entre vous a un lien particulier avec l'usine. On va commencer par vous, Alexandra Lévesque. On va parler de 21 jours et de cette expérience qui a été la vôtre. 21 jours à l'usine. On regarde ce qu'on appelle le teaser magnéto. Je vais vous laisser une blouse. Donc là, c'est le début de l'usine. À Pointier. Voilà, vous faites partie de l'entreprise. C'est parti. Il paraît que c'est la France qui se lève tôt, et je vais en faire partie un petit moment. Comment je me débrouille, ça va? Plus vite que moi. Non. Il te reste 5 minutes encore. L'usine, ça reste l'usine, hein. Vous y retournez, là? On a bien rigolé le jour qu'on t'a vu arriver. C'est vrai? Ah oui. Nous, les ouvriers, ça fait combien d'années, mais combien d'années qu'on est passé à la trappe? On est obligé toujours d'en faire plus, sinon ils ne nous gardent pas. Malade ou malade ou migraine ou pas, vous allez au travail. Vous y allez avec le sourire en plus. C'est beau, hein? Vous me le donnez? Cadeau. Je sais pas si on m'arrive à la retraite en état, mais ça va être dur, je vous le dis franchement. Parce que les mots, c'est bien. Mais quand tu le vis, c'est autre chose. Je découvre pas le monde de l'usine, hein, mais... Enfin, si. Alexandra Lévesque, comment on ressort d'une expérience comme cela quand on est une journaliste, on va dire une bobo parisienne, comment on ressort de cette expérience-là? Oui, une bobo parisienne, non mais disons-le, c'est vrai. On en ressort d'abord extrêmement fatigué, physiquement, et puis surtout extrêmement touché, parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui 6 millions d'ouvriers en France, c'est pas rien. Et nous, on a décidé d'aller les voir parce qu'on avait la sensation qu'on ne s'intéressait pas tellement à eux. C'est-à-dire qu'on parle de mondialisation, de piquets de grève, de capitalisme, de fermeture d'usines. Mais les gens qui sont là, qui bossent vraiment, ils passent un peu à la trappe. On ne s'intéresse jamais vraiment à ce qu'ils sont. Et du coup, l'idée, c'était c'était de partager leur quotidien pendant 3 semaines, en bossant vraiment avec eux. Et on en ressort, très touché, parce
la première chose qui m'a sauté aux yeux, et ça a duré pendant 3 semaines comme ça, c'est qu'ils souffrent vraiment d'une déconsidération. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on les oublie et qu'on ne fait absolument pas gaffe à leur situation de vie. Et c'est pas normal du tout. Ils le disent qu'ils sont extrêmement heureux. En fait, ils auraient pu trouver ça agaçant de vous voir débarquer comme ça. Ils le disent à quel point ils sont contents de vous voir revêtir le bleu de travail et puis d'être comme eux 8 heures par jour à la chaîne. Oui, mais Gilbert le dit dans le teaser, ça les a fait sourire de me voir arriver. Et heureusement, je trouve ça plutôt sain. Ça les fait sourire, mais ça les irrite pas. Non, ça les irrite pas parce que ils me l'ont dit lors de la première pause. Nos enfants vont voir ce qu'on fait et peut-être qu'ils vont se mettre à travailler à l'école ils le disent pour avoir une condition meilleure que la nôtre. Alors c'est assez terrible de dire ça, mais effectivement, je pense que leurs gosses ne se rendent absolument pas compte des journées qui passent. Et puis est-ce qu'on raconte sa journée à l'usine quand on rentre le soir avec ses enfants? Je crois pas. Donc ils étaient assez fiers et touchés qu'on s'intéresse à eux et que je bosse vraiment avec eux, caméra ou pas caméra d'ailleurs. Alors on va y revenir justement sur ce travail. Patrice Carvalho, monsieur le député, ancien ouvrier, je sais que vous avez adoré le documentaire d'Alexandra Lévesque avec l'idée que finalement, peut-être qu'on n'avait récemment pas montré ça, pas montré cette France-là. Pour compléter un peu ce que vous avez dit, c'est que pour les gens qui sont dans l'usine, on s'intéresse à eux. D'ailleurs, les dames qui le disent dans les... On s'intéresse jamais à nous, quoi. Bon, on est des forces productives et puis bon, nous on est juste là pour travailler, pour gagner pas beaucoup, toujours compter pour finir les mois, etc. Donc les gens, ils sont un petit peu, bien sûr, mis au devant de la scène et on le voit dans ce qu'ils disent. Ils essaient de faire passer des messages, c'est clair. Jean-Claude Mailly, en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'on ne les voit pas, les ouvriers de France? Alors on les voit, c'est vrai, quoi. Quand il y a une délocalisation, quand il y a une fermeture d'usine. On a tendance, enfin, quand je dis nous, je ne parle pas des syndicats, mais on a tendance à les oublier, à ne plus parler d'eux. On discute des grands thèmes économiques, de la crise internationale, la classe ouvrière. On a l'impression, si on prononce ces mots, qu'on dit un gros mot, on va vous traiter tout de suite d'archaïque ou je ne sais quoi. Alors que c'est une réalité. Maintenant, c'est plus le même profil exactement qu'en 1936, c'est évident. Mais vous trouvez les mêmes conditions de travail aussi pénibles, aussi bien dans certains secteurs industriels. Vous prenez, moi, je considère qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'un des secteurs les plus durs, par exemple, c'est l'industrie agroalimentaire, où ce sont des conditions de travail vraiment pénibles. Mais vous trouvez ça aussi, les ASH dans les hôpitaux ont des conditions de travail identiques, quoi. Donc, une tendance à ne plus en parler, à cacher. Et en fait, il y a un sentiment qui peut être ce que vous disiez, effectivement, un sentiment d'abandon. Alors, il y a une évolution générationnelle de ces ouvriers. Ce qui est bien, c'est que vous en avez des jeunes et des plus âgés dans ce documentaire, Alexandra. Et à un moment, l'un d'entre eux, plus âgé que les autres, vous montre un boulon et vous dit, voilà, c'est ça que je fabriquais avant. Je savais ce que je fabriquais, j'étais fière de ce que je fabriquais. Alors que les autres, les plus jeunes, ceux que vous rencontrez, ils vous disent, voilà, je ne sais même pas pourquoi je travaille, je ne sais même pas ce qu'on fabrique. Oui, la plupart, parce que moi, j'ai eu ce sentiment, c'est-à-dire qu'on fabriquait donc, des pièces pour l'automobile, pour Peugeot. Et au bout d'un moment, j'ai demandé au contremaître, mais à quoi sert cette pièce? Donc il m'a expliqué, je n'ai pas tout compris. J'ai demandé à mes collègues, entre autres femmes, est-ce que tu sais ce que tu fabriques là depuis 5, 10, certaines sont là depuis 25 ans? Non, elle ne sait pas. Et puis, je vais vous dire qu'à la limite, peu importe, quoi, elle s'en fiche un peu. Effectivement, Christian, alors c'était pas un boulon, c'était un ressort comtois. C'était l'origine de l'usine. Voilà, c'est une usine qui a une centaine d'années. Il fabriquait des ressorts comtois. Quand il m'a donné ce ressort, c'était la prunelle de ses yeux. Il en a toujours un dans la poche. C'est vachement touchant. Et voilà, il y avait un vrai amour dans la prise de tête pour fabriquer ce truc-là. Il me dit maintenant, les pièces qu'on fait, ben voilà, le but c'est d'en faire beaucoup. C'est pas la beauté de la pièce qui importe. On parlait dans les années 50, dans les années 60, Patrice Carvalho, de fierté ouvrière. Il y avait une fierté à être ouvrier. C'était aussi sortir d'une certaine condition. Puis c'était les 30 Glorieuses. D'une certaine manière, on parle d'une moyennisation, enfin, c'est-à-dire adaptation à la classe moyenne. Finalement, ça se ressemblait. Les rythmes de vie se ressemblaient. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a disparu, cette fierté ouvrière, aujourd'hui? Complètement, parce que... Alors, je dis pas dans les usines, parce que les gens dans l'usine font bloc entre eux, mais sur l'extérieur, bon, on n'ose pas trop dire qu'on est ouvrier. On essaie d'employer des termes techniques pour dire ce qu'on était. Par exemple, dans l'usine où j'étais, il y avait un poste qui était un poste de débandeur. Vous voyez. On a changé les mots parce que c'était compliqué, mais les gens, ils utilisent ces mots-là. Mais la classe ouvrière de ces années-là était une classe ouvrière qui a vite évolué, parce que sous les 30 Glorieuses, la mécanisation est arrivée, on a formé des gens, etc. Et les usines qui jouaient le jeu et qui formaient bien les gens a permis à des gens de sortir du lot et de pouvoir un petit peu faire des choses. Racontez-nous d'ailleurs un peu votre parcours ouvrier. Vous avez été quelle sorte d'ouvrier pendant combien de temps? Quelle période de votre vie? J'étais mécanicien d'entretien, donc j'étais en entretien des machines à l'usine. Bon, je travaillais dans le verre, c'était une très très grosse usine, qui existe toujours d'ailleurs, très très grosse
grosses usines dans lesquelles, bon, il y avait des conditions de travail qui étaient compliquées, puisqu'en fait, on avait un four qui est très, très, très long, très grand. Enfin, faut rentrer pour pouvoir à se mettre un peu l'image du four, avec de très grosses températures. Et donc, bon, il y avait une conscience professionnelle très très forte. Hein, et même quand les gens se mettaient en grève, ils occupaient l'usine, ils sortaient les cadres et la direction et géraient directement l'usine pour éviter qu'il y ait un incident. Parce que si le four tombe à la cave, c'était 4 ans de travail pour le reconstruire et c'était des centaines de millions. Quand je dis centaines de millions, je ne me trompe pas. Hein, c'était très 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 cher. Ce qui est dit dans le documentaire d'Alexandra Lévesque, les plus anciens le disent, travailler à la chaîne, ça a toujours été difficile, ça a toujours été difficile physiquement, mais au moins on avait la sûreté de l'emploi, on était embauché en CDI, en 3-8. C'est cette précarité qui explique aussi la disparition de ce qu'on a appelé tout à l'heure la fierté du métier d'ouvrier. Oui, il y a à la fois la précarité, ce qu'on appelle la segmentation du marché du travail, même si la majorité des contrats, ce sont encore des CDI, beaucoup d'embauches. Ça reste la majorité. Près de 85% en stock, j'aime pas la formule, mais de tous les contrats de travail qui existent, ce sont des CDI. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'embauches se font prioritairement en CDD, et des CDD avec très courts, voire des stages ou des missions d'intérim. C'est un des éléments, mais on était dans une époque des 30 glorieuses aussi, où l'ascenseur social fonctionnait encore. Vous étiez ouvrier, vous étiez employé, mais vous accédez également à des besoins, qui étaient y compris des besoins de consommation. Il n'y avait pas cette peur non plus de perdre son boulot et d'être abandonné d'une certaine manière. Tout ça a joué. Il y a la précarité, mais aussi la peur du lendemain. Et l'absence de perspective, je crois que c'est un des éléments clés aujourd'hui. Alors, vous nous dites que la majorité sont encore en CDI. Pourtant, c'est vrai qu'on la ressent, cette précarité très forte, quand on voit ceux que vous avez rencontrés, Alexandra Lévesque. Oui. C'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que dans l'usine dans laquelle j'étais, moi, effectivement, c'est 100% de CDI. Mais malgré ça, ils ont peur du lendemain, ce qui est quand même assez dingue. On a rencontré, par exemple, j'avais une de mes collègues, Carole, qui a 34 ans, et qui me disait je n'ai plus de rêve. Moi, je trouve ça extrêmement triste, à 34 ans, de dire je n'ai plus de rêve. Elle sait, par exemple, elle a un terrain, son mari est en CDI dans la même entreprise qu'elle, ils ne pourront jamais faire construire leur maison. Et comment on peut ne plus avoir de rêve à 34 ans, c'est le début de la vie. C'est pas possible. Donc elle me disait, moi je vais rêver pour ce que je fais maintenant, ce sera pour mon fils, mais c'est pas pour la vie de mon couple actuellement en tout cas. Et moi je trouve ça, extrêmement triste, Patrice Carvalho, revenons à votre trajectoire à vous. Je l'ai dit, vous êtes ancien ouvrier, aujourd'hui vous êtes député, vous incarnez cette représentation nationale. Il est inutile de dire que vous êtes relativement minoritaire dans ce passé d'ancien ouvrier. Et c'est vrai que vous avez beaucoup marqué les esprits en venant en 1987 en bleu de travail dans l'Assemblée. Vous allez revenir sur cet épisode-là, mais tout de suite on écoute votre témoignage à l'époque. Je suis élu. Les gens me disent, non, les salariés, tu dégonfles plus, tu vas nous représenter en bleu de travail à l'Assemblée nationale pour montrer que tu représentes la classe ouvrière. Je pensais que le groupe était solidaire et que lorsque j'allais rentrer au travail, tous les députés communistes allaient m'accompagner. Et en fait, je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai monté les marches des 4 colonnes tout seul. Et j'ai eu un petit peu un sentiment qui a été dur pour moi. J'ai eu l'impression de revivre, vous savez, ce que j'ai vécu en gosse à l'école, avec ce classement social. En fait, j'ai monté les marches des 4 colonnes avec la larme à l'œil parce que je me suis dit vraiment, même là, il me laisse tout seul. Patrice Carvalho, pourquoi ils ne sont pas venus avec vous, vos collègues du groupe communiste? Comment l'expliquer? Le président du groupe, à l'époque, il m'a dit tu sais, il y a un député qui a tenté de le faire et Thorez l'avait empêché. Écoute, je ne sais pas ce que tu as voulu faire, je ne sais pas ce que Thorez, mais je lui ai dit moi, je veux marquer quand même le coup ici. La classe ouvrière, elle est présente en France, elle est absente de l'Assemblée nationale. Comment parler de la situation des gens si on n'est pas présent dans l'Assemblée nationale? C'est ce message-là que j'ai voulu faire passer. Il n'y avait pas de calcul politique. D'ailleurs, c'est arrivé accidentellement, cette affaire, parce que c'est un journaliste qui avant la dissolution, me dit t'es candidat? Bon, oui, je serai sans doute candidat, mais il me dit, si tu es élu député, est-ce que tu es capable d'aller à l'Assemblée nationale en bleu de travail pour montrer d'où tu viens? Je lui ai répondu, je ne renie pas mes origines, et la dissolution est arrivée derrière, je me suis retrouvé député, et ça a été lancé comme ça, c'est les gens de l'usine qui m'ont dit, maintenant tu y vas. Enfin brièvement, racontez-nous comment justement on passe du statut d'ouvrier au statut de député. Comment ça se passe cette métamorphose-là? C'est le syndicalisme qui m'a propulsé. Vous savez, moi quand je parlais à l'Assemblée devant 500 députés, à l'usine je parlais devant 3000 personnes. Donc c'était relativement facile. Bon, j'avais pas fait les grandes écoles, j'avais pas fait les écoles de communication, j'avais pas fait tout ça. Mais bon, je m'étais formé sur le terrain, dans les conflits sociaux, dans les relations avec les gens et leurs difficultés qu'ils rencontraient pour lesquelles ils nous sollicitaient. Bon, donc après, je considère toujours que être syndicaliste sans avoir après la possibilité de changer la société,
bon, je dirais, une atrophie, quoi. Ouais. C'est comme si on voulait courir avec une jambe. Vous le mesurez en permanence, ce décalage avec vos autres collègues de l'Assemblée nationale, le fait d'être un ouvrier parmi d'autres? Ah oui, oui, c'est... Alors, Mais on concrètement, retrouve... dans votre travail législatif quotidien, en quoi vous le mesurez, ce décalage? Donnez-nous des exemples. Bah, c'est un autre monde, c'est-à-dire que quand, par exemple, je vais vous dire un truc tout simple. Ouais. J'ai une fille qui est handicapée, suite à un accident d'accouchement, qui a 38 ans, qui m'adore. Bon, elle marche et tout, il n'y a pas de problème. Et elle me suit partout, l'Assemblée nationale. Enfin, quand elle peut venir, mais je ne peux plus l'emmener, puisque je n'ai pas de bureau équipé avec chambre, etc. Quand vous avez un enfant handicapé national, vous ne pouvez pas vivre. C'est tout simple. Vous voyez, c'est un exemple. Mais après, bon, ils vivent entre eux, ils ont fait l'ENA entre eux, donc ils parlent entre eux. Enfin, une fois que j'ai trouvé une commission, j'étais seul pas avoir fait l'ENA. Alors, bon, Il y en a un autre aujourd'hui d'ancien ouvrier devenu député. Lui, c'est un eurodéputé, Jean-Claude Mailly. Vous voyez de qui je veux parler. Je veux parler d'Édouard Martin. Est-ce que l'histoire d'Édouard Martin, elle fait du bien? Elle fait respirer la démocratie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un échec d'une certaine manière? Ce que beaucoup disent. Ce que disent ces détracteurs. J'en suis pas convaincu, parce que moi, je considère que c'est... les itinéraires personnels, ce sont les itinéraires personnels. Je n'ai pas à juger de ça, mais beaucoup ont interprété son positionnement comme un reniement. Ouais, comme une trahison de la cause, oui, comme de une ses trahison. camarades de Il Florange. s'était battu sur Florange et après, bon, il a un peu défendu le contraire de ce qu'il disait. C'est ça, il faut assumer. Alors après, il peut assumer ses contradictions. Donc je ne pense pas que ce soit obligatoirement un exemple. Mais ce que disait Patrice Carvalho, mais moi je rappellerai un seul exemple. C'est celui de Pierre Bérégovoy, quand même ministre de l'économie et des finances, issu du monde ouvrier, et il l'a payé cher. Donc ça existe toujours. Cette aristocratie de l'énarchie, d'une manière ou d'une autre, elle existe encore aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi ce qui explique le décalage qu'on voit très bien dans votre film, Alexandra, le décalage entre ces ouvriers, leur rapport à la vie politique. On se pose beaucoup de questions, on écrit beaucoup sur ce qu'on appelle le vote ouvrier. Eh bien, un cas concret, on va regarder cette séquence de votre film. Vous êtes invité à prendre le petit déjeuner chez l'un des ouvriers de cette usine. Vous parlez politique, il faut dire aussi qu'on est dans l'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle. On regarde. Bon, prêt à aller voter tous, là? Ouais. Qu'est-ce que ça a donné au premier tour dans le village, là? Les résultats? On sait même pas. Non, Le Pen est passé en tête, je crois. Qui ça? Le Pen. Alors 39% pour Le Pen. Hollande en décembre. Hollande en deuxième et Sarkozy en troisième? Il me semble. Je suis pas sûr à 100%, mais... D'accord. La majorité pour Le Pen. D'accord. Mais comment vous l'expliquez ça? Il y a beaucoup d'immigrés et tout ça, là, dans le village? Non, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas, mais bon, peut-être que les gens ont ras-le-bol des deux, de Sarko et puis de Hollande, alors il va peut-être faire changer, quoi. Ah, peut-être juste pour faire peur, donner un coup. Ou faire peur, oui. Donc montrer que... Montrer que quoi? Ça pourrait passer, quoi. Ouais. Ça pourrait changer radicalement. Ah, genre, il y avait une petite sonnette d'alarme? Vous avez voté quoi, vous, au premier tour? Marine? Ouais. Et vous, les enfants? Pareil. Pareil? Et toi, Damien? Pareil. Pareil? Et Monique? Pareil. Pareil, les quatre ont voté Marine. Ouais. Alors, expliquez-moi ce qui a motivé le vote Marine Le Pen. Changement. Changer. Changer? Changer, changement, ouais. Ouais. C'est-à-dire? Je sais pas, de toute façon, mettre n'importe lequel, ça change pas, ça nous enfonce. Peut-être qu'en mettant Marine... Alors, elle a peut-être fait quelque chose? Peut-être, oui. Puis, bon, il n'y a pas qu'une histoire de racisme avec la marine, c'est pas vrai. Mais bon, elle aurait fait quand même quelque chose déjà pour les Français, pour les jeunes Français. Avec Marine, les jeunes, ils auraient eu du boulot. Ils auraient eu du boulot, tu penses? Ouais. Du boulot. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anthony? Racisme, non. Mais c'est pas pareil, on donne beaucoup de choses. Beaucoup de choses aux immigrés, ils ont beaucoup d'aide. Puis nous, Français, on n'a pas les mêmes aides, quoi. On est obligé de payer les mutuelles, et puis maintenant, on paye encore nos cachets. Hein, on va à la pharmacie, et maintenant, t'as toujours quelque chose à payer. Et puis, ils arrivent, et ben, ils ont rien, quoi. Ils ont rien, et on y paye tout. Donc, il y a quand même un truc à faire là-dessus, quoi. Même sans être trop raciste. Voilà. Alexandra, c'était facile de les faire parler de politique? Bizarrement, oui. Ouais, parce que c'est totalement assumé, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus facile. On a l'impression qu'il y a un peu de gêne quand même. Ils ont un peu du mal, non, vous dire qu'ils ont tous voté Marine Le Pen? Non, franchement, ça s'est passé très exactement. C'est un plan séquence. Hein. Il n'y a quasiment pas de point de montage. Ça s'est passé comme ça au petit-déj de manière très, très détendue. On en avait à peine parlé avant.
C'était le jour du deuxième tour des élections. Donc on est allé voter ensuite. Ils ont voté pour Sarkozy de manière très ouverte aussi. Ce qui est là encore assez étrange, parce que moi j'ai eu une discussion avec eux. Ils connaissaient mes idées politiques. On n'a pas tout à fait les mêmes. Et je leur disais, mais comment c'est possible que moi, je vote à gauche, alors que j'ai une vie plutôt facile, je gagne bien ma vie, tout se passe bien, et vous votez à droite alors que vous venez du monde ouvrier. Alors après, voilà, le monde n'est pas manichéen, on le sait bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et bah voilà, ils en parlent très facilement. Il y a une espèce de, il y a une peur du lendemain. Il y a une, on le sent là dans ce qu'il dit. Il y a de l'envie, il y a de la jalousie. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on donne tout aux étrangers et rien à leurs enfants. C'est-à-dire il n'y a pas d'immigrés chez eux, hein, rappelons-le, c'est la question que vous leur posez. Alors il y en a, ils habitent dans un village près de Sochaux. Il y en a pas effectivement. Il y a une immigration plus forte à Sochaux, à quelques kilomètres. Ouais. Mais voilà, c'est la sensation de les étrangers auront du boulot et pas nos gosses. Patrice Carvalho, comment vous réagissez à ces images? Est-ce que vous dites que c'est un constat d'échec terrible pour la classe politique en général, pour le Parti communiste en particulier, pour la gauche? Déjà depuis un petit moment, c'est pas très nouveau. Mais moi, je pourrais mettre des noms dans mon entreprise de gens qui ont ce même comportement. Moi, je suis pas du tout surpris. Maintenant, les gens, c'est fini. Ça vous rend combatif de voir ce genre de séquence? Ça me rend surtout inquiet, parce que me battre contre ça, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on est débordé par des gens qui, maintenant, pensent que c'est la solution, quoi. Ils n'ont pas compris qu'en fait, si Marine arrive au pouvoir, ça va être les premières victimes. Ils n'ont pas compris ça, malheureusement. Vous dites comment se battre contre ça, justement, c'est le genre de choses que vous leur expliquez? On doit vous interpeller tout le temps sur les marchés. Moi, je leur dis, mais quand vous avez des gens qui, aujourd'hui, qui ont eu leur grand-père qui est mort en déportation, qui votent Front National, qui pensent que c'est la solution pour l'avenir, c'est un petit peu compliqué. Le problème qu'il y a, c'est que les partis politiques ont vendu le terrain. Le Parti communiste, c'est lui qui devrait te vendre la scène. C'est lui qui devrait défendre tous ces gens-là. Aujourd'hui, le Parti communiste a changé complètement d'attitude. C'est-à-dire et n'est plus une réponse aux gens. On n'a plus la force. Le Parti communiste n'a plus la force qu'il avait de mobiliser les gens, de répondre à leurs sollicitations. C'est une réalité, ça. Et comment vous l'expliquez? Parce qu'en fait, le Parti communiste, il est devenu, comme les autres, un parti un peu bobo, quoi. Faut dire ce qu'il est. Moi, je le dis dans mon propre parti, quoi. Bon, même s'il reste des militants de base qui sont des militants actifs, qui sont des militants honnêtes, qui font du bon travail, etc. Mais aujourd'hui, regardez, si on se retourne un petit peu en arrière, les cahiers de la misère qui avaient été lancés par Georges Marchais à un moment donné, où les gens venaient expliquer leur façon de vivre, etc. C'était quelque chose de formidable. On n'est plus capable de faire ça aujourd'hui. Et pourtant, la misère, elle est de plus en plus forte, de plus en plus importante. Et chez ces gens qui sont au bout du rouleau, là, qui font leurs bêtes, qui font leur jardin, qui font tout. Moi, j'ai vécu ça étant gosse. On fait de grandes déclarations sur le travail des enfants aujourd'hui, avec les entreprises. Mais dans les familles, ça existe encore. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut bien que les gosses ils aillent faire du bois avec le père, il faut bien que les gosses ils s'occupent du jardin. Jean-Claude Mailly, même question. Comment vous réagissez à ce genre de séquence quand vous voyez ce vote ouvrier qui se porte de moins en moins sur la gauche, l'extrême gauche, et puis bien sûr cette désaffection des syndicats aussi? Non, moi je ne mélange pas les choses. C'est pas pour défendre le syndicalisme. Syndicat. La baisse du taux de syndicalisation est une réalité quand même aujourd'hui. Elle est relative. Franchement. Ça veut dire quoi, elle est relative? Non, mais ce serait un autre débat. Le taux de syndicalisation. Ça l'est un peu quand même. Non, le taux de syndicalisation. Oui, il y a eu une baisse. Je ne dis pas qu'il y a eu une baisse plus ou moins prononcée selon les organisations. Mais je rappelle toujours que le taux de syndicalisation en France a été beaucoup moins fort que dans d'autres pays. Mais on a eu une construction sociale historique qui permet d'avoir des droits aussi bons. Ça s'appelle la République sociale. Ce serait un autre débat. Juste un élément. La France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle ou statutaire des salariés. C'est dû à notre construction sociale. Bon, ceci étant, par rapport à ce qui est dit, je ne suis pas surpris, mais il y a plusieurs choses. Moi, j'ai toujours considéré que le peuple français, d'une manière, est un peuple plus politique que d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il attend énormément de ses responsables politiques, plus que dans d'autres pays. Or là, ce qu'on constate, ce que les gens vivent, c'est qu'il y a eu une déperdition de pouvoir. Ils ont le sentiment que les responsables politiques, ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. Ils annoncent des choses et ils ne les font pas. Ils ne voient plus la distinction entre les uns et les autres. Donc ça, il y a un sentiment d'abandon qui peut s'aggraver quand, dans une grande ville, on le sent moins, mais si vous êtes dans une petite ville ou un département rural, c'est la boîte qui ferme, on n'en parle pas parce que c'est la TPE ou c'est la PME, c'est le service public qui fout le camp, etc. Bon. Donc il y a ce sentiment. C'est pas forcément sur les questions d'immigration, même il y a des endroits où c'est pas un problème d'immigration. Il y a un sentiment d'abandon. Et je rappelle que les périodes de crise sont toujours dans l'histoire les périodes où ce type de... Moi, j'appelle ça les mouvements de rejet de l'autre, quel qu'il soit. Et regardez bien, prenez le résultat des élections européennes, politiques. Dans tous les pays, il y a un mécontentement. Dans tous les pays, c'est mécontent. Il n'y a que 2 pays
au moins dans la zone euro, qui n'ont pas vu ce type de mouvement progresser. Ça ne veut pas dire que le mécontentement n'est pas là. C'est quoi? C'est l'Espagne et le Portugal. Et pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, c'était encore des dictatures. Franco, c'est pas si vieux que ça. Donc, dans la tête des Espagnols ou des Portugais, c'est resté ancré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécontentement. Mais moi, je dis toujours, je le dis dans mes discours, y compris aux militants, je le dis. Si je dis ça ou qu'on dit ça est faux, c'est pas qu'on est plus malin que d'autres. La seule question qui vaille aujourd'hui, si on le pense, je pense qu'à l'Élysée, ils sont conscients de ça. Je pense qu'à Matignon, ils sont conscients de ça. Le problème, c'est pourquoi ils ne changent pas de politique. Voilà, c'est ça la vraie question aujourd'hui. Patrice Carvalho, cette classe ouvrière, ces ouvriers qu'on voit dans le film d'Alexandra, qu'est-ce qu'ils trouvent aujourd'hui dans le discours du Front National qu'ils ne trouvent plus chez vous, au Parti communiste? À la base, c'est plutôt les seuls qui portent la voix plus haut. Pour eux, ils parlent fort, ils rouspètent, ils disent des choses qui font marcher parfois le côté primitif du cerveau. Et puis bon, ça s'embraye là-dessus. Mais c'est ce que disait Jean-Claude Demailly, c'est qu'en fait, les gens, ils ont tout essayé. Et puis en fait, ils sont toujours dans la même politique avec ce capitalisme qui se développe. Hein, il y a plus de vraie volonté de changer la société comme il y a eu à une période. Et les gens se sentent un peu désemparés, ils se disent, en fait, si on ne se mobilise pas. Mais il y a quand même une richesse formidable, parce que Jean-Claude Mailly ne l'a pas dit, mais le mouvement syndical, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des cadres dans le mouvement syndical qui sont des gens qui gambergent et qui disent les choses vraies. La télévision, toutes tendances confondues. Moi, je le vis à la télévision quand il y a des conflits sociaux dans les entreprises. Il y a des cadres capables de devenir demain des députés comme moi, sans problème. Parce qu'il y a une bonne conscience. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus compliqué. Alors, le monde du travail, il vit avec son salaire, il vit avec ses problèmes, il vit avec des gosses au chômage, avec tout ça. Ouais, ce qu'on voit d'ailleurs très bien. C'est pas très simple pour avoir des gens en action, parce que le gars qui dit à un moment donné, je peux pas faire grève. Parce que si je fais grève, je suis pas employé définitivement. Oui, il est intérimaire. Je suis intérimaire, donc ça c'est aussi une épée de Damoclès que le patron a sur les salariés. C'était volontaire d'aller filmer dans cette région de Sochaux, Alexandra, pendant les élections présidentielles, ou est-ce que c'était un hasard? Et surtout, au-delà de cette famille qu'on a vue là dans l'extrait qu'on a diffusé, ils avaient quel rapport à cette élection? Est-ce que ça les intéressait vraiment? Est-ce qu'ils regardaient beaucoup la télévision, beaucoup les émissions politiques? Vous qui avez vraiment vécu avec eux pendant 3 semaines. Oui, alors d'abord, il y avait une vraie volonté d'y aller pendant les élections, parce qu'on se disait que, voilà, que ce serait un décor très intéressant, et pour preuve, parce que c'était un moyen très, très simple et très naturel de les faire parler de politique. Et on a vraiment vu les deux facettes, c'est-à-dire ceux pour qui ça n'avait absolument aucun intérêt, parce que voilà, ils étaient là de la politique. Ils se disaient, vous pensez qu'il y a eu un fort taux d'abstention dans cette usine? Alors, je ne peux pas le dire exactement, j'en sais rien. Je n'ai pas fait de sondage aussi précis que ça. Mais je l'ai bien senti en discutant avec mes collègues pendant les pauses. Il y en a pour qui ça n'avait absolument aucun intérêt. Et puis d'autres qui avaient une conscience beaucoup plus à gauche que la famille qu'on voit là. Oui, parce que vous êtes aussi allé dans une manif CGT. On a vu un on avait manifesté pour le 1er mai. Donc là, effectivement, la tête penchée plutôt à gauche. Mais c'est incroyable. C'était vraiment le grand écart pour une population de gens qui navigue dans un lieu assez clos. Donc c'est aller comprendre pourquoi. Voilà, on va aller plutôt à droite, plutôt à gauche. Je pense qu'il y a un problème de langage évident de la classe politique. J'allais vous dire d'ailleurs, est-ce que vous aussi, du coup, vous l'avez vécu différemment, cette campagne présidentielle, parce que vous étiez avec eux? Est-ce que du coup, voilà, j'imagine qu'on regarde différemment la télévision, les débats télévisés, les sujets politiques du 20h? Oui, je l'ai forcément vécu bien différemment que si j'avais été chez moi à Paris, ça c'est sûr. Et vivre le résultat des élections le soir de la séquence qu'on vient de voir, on était encore chez Gilbert et Monique, on a regardé les résultats avec eux. Ça donne une scène qui est presque comique, parce qu'ils sont quasiment persuadés jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le visage du président apparaisse, que c'est celui de Nicolas Sarkozy qui va apparaître. Et pas de chance, c'est celui de François Hollande. Ils sont super déçus. Est-ce qu'ils sont toujours déçus aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pas mieux? C'est la même chose, et ça aurait été la même chose avec Sarkozy, je pense. Vous pensez que cette déception dont parle Alexandra, elle est encore plus forte aujourd'hui, Patrice Carvalho, au bout justement à mi-mandat de François Hollande? Elle est encore plus forte, d'autant que ce que dit le monsieur est arrivé. Tout ce qui cite est arrivé. De toute façon, on va augmenter l'essence, on n'aura pas plus de boulot, on va continuer à fermer l'usine, tout ce qui y est arrivé. On va nous taxer plus, etc. Donc, malheureusement, ça conforte les gens dans leur position, en disant on avait raison. Jean-Claude Mailly, ça voudrait dire quoi aujourd'hui, avoir un vrai discours vis-à-vis de la classe ouvrière de la part de ce gouvernement? Ça serait quel discours? Ça serait quelles mesures concrètes aussi, justement? Écoutez, je vais prendre un exemple
tout bête hein, que j'explique régulièrement au gouvernement. Les salariés sont dans l'attente de mesures de la part du gouvernement, dont ils puissent dire ça, c'est en notre direction. C'est pas une contrepartie à je ne sais quoi, etc. Regardez par le exemple. SMIC. Le SMIC, par exemple. Ça fait depuis, c'était vrai avant, mais il n'y a aucun coup de pouce au SMIC. Vous avez la poursuite du gel du salaire des fonctionnaires. Voilà, c'est 2 points sur lesquels le gouvernement pourrait faire quelque chose et qu'il ne fait pas, parce que lui, il est dans une logique d'allègement du coût du travail, qu'il n'assume pas en plus. Parce qu'il ne dit pas je fais de la rigueur, je fais du sérieux budgétaire. Les gens ne sont pas cons. Ils ont compris tout ça. Ils ont compris que ce n'est pas pour eux. Voilà. Donc, à partir de là, il y a une déconnexion complète. Hein. On est dans une logique qui est vraiment libérale au sens économique et qui se comporte en même temps avec un autoritarisme social. Et les gens comprennent ça. Donc, ils se disent, on nous raconte des histoires, quoi. Et en gros, c'est tous les mêmes, quoi. Voilà. Mais c'est ça qui fait le lit de tout ce qui peut arriver. C'est tous les mêmes. Et moi, j'entends des salariés me dire ça, même si je discute avec eux. C'est bien, c'est tous les mêmes. Et elle, on ne l'a pas essayé. Et on sait ce que ça veut dire. Comment on lutte contre le discours du tous les mêmes, justement, Patrice Carvalho? On lutte contre l'austérité, je crois. Alors, il faut d'abord agir et avoir des actions pour changer les choses. Alors bon, ça passe par le mouvement syndical, ça passe par le mouvement politique, donner des perspectives aux gens, montrer qu'il y a des réalités. Écoutez, moi j'ai vécu récemment l'enterrement du patron de chez Total. Je peux en rajouter. Moi, je souhaite la mort à personne. Enfin, écoutez, le Premier ministre, le Président de la République, tous les ministres qui sont là, enfin, je veux dire, ce gars-là, c'était quelqu'un de bien. Mais c'est quand même les marées noires. C'est AZF, c'est des pollutions des notes phréatiques à fond de train, balançant des produits dans les réseaux, etc. Enfin bon, je veux dire, c'est pas quelqu'un de bien, même si ses moustaches donnaient l'histoire du vieux grand-père. C'est un homme qui avait la Légion d'honneur. Hein, vous avez beaucoup de salariés qui ont la Légion d'honneur, vous, ceux qui crèvent à l'usine, dans les usines. Vous avez vu Hollande aller aux enterrements quand il y a 2 salariés qui se sont explosés la figure? Jamais. Donc ces gens-là, ils ont l'impression d'être oubliés complètement. Quand on vous pose la question, quand on évoque la problématique de l'impuissance du politique, sur l'affaire de Florange, par exemple, où on a vu l'impuissance d'un candidat à la présidentielle, puis ensuite d'un Arnaud Montebourg, de lutter contre un patron qui s'appelait Mittal. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous êtes quand même obligé d'admettre dans votre logiciel et donc aussi dans ce que vous pouvez promettre à cette classe ouvrière, Jean-Claude Mailly? Ah non, écoutez, nous, on avait appuyé à l'époque ce qu'avait dit Arnaud Montebourg quand il avait parlé de nationalisation, ne serait-ce que temporaire. Hein, à un moment donné, on a cru que ça allait se faire. Après, le gouvernement a tiré le tapis, et l'Élysée a tiré le tapis. Mais ça a été perçu à l'époque comme une trahison par les gens sur place. Alors, la fermeture des hauts-fourneaux, c'est pas la fermeture de tout le site. Il y a un autre site avec plusieurs milliers de salariés. Mais je voudrais rappeler un élément. Rappelez-vous, après le 21 avril 2002, ce qu'avait déclaré Pierre Mauroy. À l'époque, il avait déclaré, après le résultat du 21 avril 2002, s'adressant aux siens, on a eu tort d'oublier la classe ouvrière. Je crois que la leçon n'a pas été retenue, encore aujourd'hui. Et sur cet anathème que vous entendriez s'il y avait un représentant non seulement du Parti Socialiste et bien sûr de la droite sur ce plateau, que vous ne pouvez plus tenir l'un et l'autre, vous syndicalistes, vous communistes, ce discours-là, que vous êtes déconnectés de ce qui est devenu la réalité de la mondialisation, de la globalisation, de ces patrons qui montent des groupes globalisés. Comment vous répondez à cette accusation de déconnexion et de négation du réel, justement, Patrice Carvalho? On peut tout à fait... Non, mais attendez... Quand on met les choses les unes à côté des choses, on s'aperçoit que la réalité, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'en fait, toute notre économie qui s'en va ailleurs ne rapporte rien à l'État. Au contraire, on est perdant. C'est-à-dire que si on gardait les usines aujourd'hui, on serait bénéficiaire pour faire gagner quelques centimes ou quelques plus de dividendes pour ceux qui posaient des actions. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une réalité économique. De garder nos usines, ça serait nécessaire. Demain, imaginez qu'on ait une guerre. On n'est même plus capable de fabriquer des bombes. On n'est même plus capable de fabriquer des chars parce qu'on n'a plus de chirurgie, on n'a plus rien. Enfin, on a tout liquidé. Vous imaginez un petit peu la situation de la France? Bon, ça veut dire qu'il faudra peut-être raisonner un petit peu intramuros. Et puis, on n'intègre pas tous les coûts induits, les coûts de pollution, etc., en transportant des bateaux de Chine en permanence, en prenant les avions dans les airs, etc. On n'intègre pas tout ça. Et si on intégrait tout ça, on verrait peut-être que l'économie française, elle marcherait beaucoup mieux en donnant du travail aux gens et en faisant aux gens payer des impôts, en faisant payer aux gens des cotisations, etc. Je pense que la réalité, elle est là. Hein. C'est ça, la vraie réalité. Mais il faut la faire marcher. Sur ce désamour qu'on mesure un peu dans votre documentaire, mais plus largement quand on regarde les derniers résultats électoraux, ce désamour de la classe ouvrière, à la fois pour la gauche, l'extrême gauche, mais aussi quand même d'une certaine manière pour les syndicats, est-ce qu'elle vous invite à une autocritique? Vous l'avez fait un petit peu tout à l'heure, Patrice Carvalho, en disant on est devenu un parti bobo, un parti comme les autres. Qu'est-ce qui relève de cet exercice d'autocritique quand même aujourd'hui, parce que vous êtes forcé de le faire, Jean-Claude Mailly? Personne n'est parfait, c'est pas la question. Enfin, je pense c'est un peu la question. Oui, non, mais attendez, les syndicats, on est en contact régulier sur le terrain par définition.
Moi, je passe 2 jours par semaine, visite d'usine, visite de services publics, etc. On est par la force des choses. Vous savez, le syndicat, il n'est rien s'il n'y a pas les sections syndicales et les syndicats d'entreprise. Donc, par définition, on n'est pas... L'internationalisation, on connaît. On n'est pas contre, c'est les conditions. Nous, on peut dire, moi j'ai pris position au nom de FO en disant Renault en Algérie, on n'est pas contre. Nous, notre bagarre, c'est qu'il y ait bien un syndicat algérien qui soit présent dans l'entreprise. On est en solidarité dans des organisations syndicales internationales. On n'est pas coupé de ces réalités. Par contre, c'est la nature d'un système qu'on critique, ce libéralisme à outrance, ce dumping social permanent. Moi, je dis quand on milite, on est optimiste. Je suis persuadé qu'on arrivera à changer les choses. Maintenant, c'est le calendrier qui est plus difficile à gérer. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir revu avec nous le dernier Charlie Chaplin, Les temps modernes. Merci beaucoup, Alexandra Lévesque. 21 jours continue, bien sûr, sur France 2. Vous êtes en immersion dans plein de réalités, et notamment ces prochaines semaines. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne évidemment rendez-vous dès la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un autre film qui, je l'espère, fera débat. Ciao.